ça va permettre d'être plus fluide dans la bande passante. Et puis, ouais, si vous avez des questions, je vous invite à lever la main. Ça permettra euh, d'être un peu plus fluide aussi, de ne pas être interrompu. Parce que parfois, il y a des problèmes de connexion qui font que c'est un peu compliqué. Donc, le levage de main, c'est parfait. L'idée, c'est qu'on finisse à 14h. Je pense même qu'on peut finir avant en fonction des questions que vous avez, hein. C'est vraiment assez rapide. Et puis, voilà, on va parler de la vaccination, on va parler d'un protocole préventif soutien immunitaire que Tristan peut proposer, et puis ce sera vos questions-réponses. Je vous propose qu'on commence doucement en faisant le rappel des bases. Vous le savez sûrement, mais ça fait pas de mal de le rappeler que du coup, la FCO, c'est transmis par un insecte de la famille des diptères qui est de la famille des Ceratopogonidae. C'est un petit insecte de 1 à 3 millimètres. Et c'est un moucheron, c'est une famille de moucherons qui peut voler 2 kilomètres par jour et se faire transporter par le vent, du coup, sur plus d'une centaine de kilomètres. Donc, le déplacement par le vent plus le vol de kilomètres par jour, ça fait que ça va très vite, les contaminations entre élevages. Donc voilà, vous l'avez vu sûrement ce fin d'été et cet automne, si le voisin avait des cas de FCO, ça pouvait très vite arriver dans vos fermes. C'est des insectes qui se reproduisent dans des eaux stagnantes ou des fumiers humides avec des petites mares. Et ils piquent préférentiellement les zones de peau fine, la tête, la mamelle notamment, euh, les bourses pour les mâles. Et les zones favorables, c'est où ces insectes se développent, c'est les zones où il y a de la chaleur et l'humidité. Du coup, c'est marécages, tourbières, matière organique en décomposition, dont fumier. Et pour se développer et pour être actif, c'est à partir de températures d'au-delà de 15 degrés. Donc actuellement, hein, ils ne sont pas encore actifs, mais il y a eu quelques insectes qui ont résisté l'hiver qui font que ça va vite redevenir, se développer et redevenir actif dès que les températures le permettront. Euh, Ces culicoïdes, du coup, sont porteurs à la fois du FCO, mais aussi de d'autres maladies, type Schmallenberg et MHE. Et en fait, ils se contaminent en piquant un animal malade, une vache, un mouton, euh, caprin, c'est possible aussi. Et euh, cette, euh, ce virus le moucheron porte va passer la barrière intestinale du moucheron, va se multiplier et puis va se retrouver dans sa salive. Et il va ensuite le réinjecter en piquant les autres animaux. Et du coup, un moucheron infecté sera infecté toute sa vie. Euh, donc, euh, donc là, il n'y a pas de solution pour soigner les moucherons et enrayer la maladie par ce fait. Niveau propagation de la maladie, vous devez être un peu au courant, mais je refais un état des lieux. On en est grosso modo à peu près à la même. Ça n'a pas beaucoup évolué pendant l'hiver par rapport à novembre. Chez nous, c'est du coup la FCO3 qui est présente et qui est bien active. En France, il y a à la fois le sérotype 8, le 4 donc, et le 3 qui sont présents. Et à nos frontières, il y a le 12 aussi, sérotype 12 qui arrive. Et puis, il y a la MHE aussi, maladie héréditaire, non, je sais plus quoi. Hémorragique, pardon, épisodique, qui est plutôt sur la façade ouest de la France et qui risque, qui a en tout cas pris de l'ampleur à l'automne et à voir comment ça va redémarrer avec le printemps. Pour les symptômes observés, ça c'est un peu un récapitulatif de ce qu'on a vu en élevage, nous, côté bio en France, chez les éleveurs bio, du coup. Mais c'est pas. Voilà, j'imagine qu'il y a d'autres symptômes qui peuvent être observés. Tristan pourra nous en dire plus. Niveau bovin et ovin, c'est une baisse de production laitière avec des avortements ou des mises bas prématurées. Ce qui fait des animaux un peu chétifs. Alors, pas toujours, hein, mais les animaux peuvent être un peu chétifs. Et on a vu pas mal d'animaux un peu mal formés.
avec des pâtes retournées, des choses comme ça, à voir la cause de lien à fait, mais bon, apparemment, ça pourrait être lié. Une baisse de fertilité, notamment chez les mâles, et des lésions nasales et des écoulements qui peuvent être très visibles. Les lésions, ça fait tout de suite des petites blessures qui peuvent permettre de reconnaître l'apparition d'FCO dans son troupeau. Sur les animaux laitiers, c'est des plaies, enfin et même non laitiers, mais laitiers, ça se voit encore plus, des plaies sur les pieds qui sont assez conséquentes, des poitrines pour bovins et ovins, et puis ça peut aller jusqu'à la mortalité. En bovin, nous, on l'a surtout vu sur des jeunes bovins. Mais voilà, à voir s'il y en a eu chez d'autres, chez des animaux un peu plus âgés. Et en ovin, on a vu jusqu'à 10% de troupeaux en mortalité sur tout type d'animaux. Niveau caprin, on a vu des impacts un peu plus faibles. On peut contester des baisses de production laitière, mais voilà, j'ai pas d'autres remontées plus que ça sur le caprin. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à témoigner. Et puis la langue bleue, comme élément pour reconnaître. Là, c'était des exemples euh, physiques pour voir un peu comment ça pouvait être reconnu. Oui, Clément? Mais en fait, moi, je fais un peu un parallèle. Comme nous, on avait le Covid, ça se passe pas pareil chez tout le monde, en fait. On n'a pas C'est tous très divers. les mêmes symptômes dans nos troupeaux, hein. Mm, mm. Et Moi, chez toi, t'as eu quoi? c'était surtout des croûtes sur les trayons. Mm, Bon, certaines vaches que j'ai dû réformer quand même parce que vraiment des croûtes sur les trayons et surtout les croisées Montbéliardes. Mais après, pas forcément de baisse de lait parce que on n'est vraiment pas haut. mm. Mais sinon, chez d'autres, il y a eu plus d'avortements. Moi, j'en ai eu deux, mais ouais, surtout les croûtes sur les trayons, c'est ça qui m'a vraiment posé problème. Et puis le premier veau de la saison du printemps, là, qui était aveugle, qui s'est pas levé, enfin, qui était mal formé, quoi. Et 3 semaines avant terme. Mm. Ouais, clairement, l'hétérogénéité de l'impact dans les fermes, c'est vraiment ce qu'on voit. Il y a des fermes qui ont eu la FCO, mais sans aucune conséquence, quasi. Dès qu'ils ont des avortements, d'autres qui n'en ont pas, d'autres que les productions laitières qui baissent, d'autres qui n'en ont pas. Et on a du mal à faire de lien. Pourquoi ces fermes-là sont moins impactées que d'autres? Il n'y a pas de lien sur l'alimentation, sur la gestion du pâturage. On n'arrive pas à faire de rapprochement. Et puis, avant que Tristan arrive, je voulais juste vous refaire un petit topo sur les aides. Alors, vous devez avoir vu passer, hein, mais c'est un petit rappel, ça fait pas de mal. L'aide nationale est passée, a été clôturée au 14 février, donc ça ne sert à rien d'en parler plus. Pour autant, il y a toujours l'aide régionale qui est active et qui est active jusqu'au 15 octobre, qui a deux volets. Un volet de prise en charge des frais financiers liés au réaménagement pardon, des encours financiers. Donc là, c'est purement un aspect financier si vous avez des problèmes de remboursement de prêts notamment. Donc ça prend en charge 50% des frais financiers liés au réaménagement des encours financiers qui auraient été consentis à partir du 1er août 2024, à savoir frais liés à la garantie, relais court terme de trésorerie, restructuration, consolidation de dettes, modulation d'échéance et pause de crédit, sachant que le plafond est de 5 000 euros ou 7 000 pour les jeunes installés. Attention, c'est que cette aide relève du régime des minima agricoles, des minimi, pardon, agricoles. Et puis le deuxième volet, c'est la prise en charge des tests de fertilité, et ça prend en charge 70% du montant des tests qui ont un plafond à 35 euros par test pour les ovins et 150 euros par test pour les bovins. Ça, c'est un levier qui peut être intéressant.
Et c'est des dossiers qui sont traités au fil de l'eau par la région Hauts-de-France jusqu'au 15 octobre 2025. Donc on a encore un peu de temps devant nous. Et voilà pour les aides. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, des remarques? Et est-ce que certains d'entre vous ont demandé de l'aide nationale peut-être? Mm, mm. Bon, ça marche. Et Tristan, tu arrives pile poil au bon moment. On avait fini avec un petit récap sur les symptômes vus en ferme. Donc, on a redit l'hétérogénéité et là où en était le virus et puis les aides. Ok. Bonjour. Bonjour à tous. Ouais, attends, Et tu veux j'arrive, hein, peut-être te je démarre. représenter, Tristan? Ouais, ouais, ouais. C'est ça, je te prends un peu de cours du coup. Euh, Tu veux peut-être te représenter et puis l'idée c'est qu'on parle, on avait eu des questions d'agriculteurs au préalable auxquelles on peut répondre et puis on peut aussi répondre à vos questions, vous qui participez à cette visio. Donc, Tristan Global, je suis vétérinaire praticien dans le Nord, secteur de Maubeuge, en clientèle mixte, mais moi je fais essentiellement de la rurale, donc des bovins. Et mon épouse est agricultrice, producteur laitière en bio. Donc, voilà. Donc, je vois ici qu'il y a déjà quelques questions. Donc ça, c'est des questions que tu Mm. avais reçues à l'avance, hein, c'est ça? Ouais, c'est des questions qu'on avait reçues à l'avance d'éleveurs. Et la première, c'est la question éternelle, la vaccination. Qu'est-ce que t'en dis, oui ou non? Et puis en lien avec ça, c'est est-ce que si on a déjà vacciné, est-ce qu'on rappelle? Si on rappelle, combien de temps Ouais, après la première dose? Voilà. ouais. Alors, s'il faut vacciner, oui ou non, moi, je veux dire que oui. Moi, je suis partisan de la vaccination. Ma réponse est toute simple. Chez moi, mes vaches, je vais les vacciner. Donc, nous, on conseille de vacciner donc les bovins pour FCO3, pour FCO8 et MHE. Ça, c'est l'idéal, c'est de faire les trois. Euh, alors, pourquoi faire les trois? Ben le 3 se trouve déjà chez nous. Par contre, le FCO8 est en train de remonter du sud-est et normalement, on va y avoir droit cet été. Et la MHE, elle remonte du sud-ouest et on risque de l'avoir aussi cet été. Donc, pour l'instant, la zone de régulation pour la MHE, elle est au niveau de Paris, quoi. Mais c'est en train de remonter vers chez nous. La seule chose, c'est qu'au niveau vaccin, il ne faut pas faire les trois maladies en même temps. À la limite, on peut faire les valences FCO, donc le 3 et le 8 en même temps, mais éviter de faire la MHE le même jour. Il vaut mieux avoir un décalage de 10 jours entre les deux injections. Simplement pour des problèmes de technologie, fabrication des vaccins, ce n'est pas du tout les mêmes techniques. Et c'est le laboratoire qui fabrique le vaccin contre la MHE qui déconseille de le faire en même temps que les vaccins FCO 3 et 8. Donc voilà. C'est des vaccins qui nécessitent 2 injections à 3 semaines d'intervalle. Ce qui veut donc dire que si on décale les vaccinations FCO et MHE, ça veut dire par exemple à J1, on fait la première dose MHE, à J10, FCO3, FCO8, J21, on va faire le rappel MHE, J42, 40, on va faire le rappel FCO3, FCO8. Donc, le programme complet de vaccination, ça va représenter 40 jours, quoi, hein. 42 jours, donc quasiment un mois et demi. Donc, si on veut avoir fini pour la mise en pâture, il ne faudra pas tarder à commencer. Alors, immunité acquise, alors ça, c'est la grande question que tout le monde se pose et je n'ai pas la réponse. Notamment les troupeaux qui ont fait la FCO l'année dernière et qui n'auraient pas vacciné l'année dernière. Est-ce qu'il y a une immunité? À mon avis, oui, mais est-ce qu'elle va durer dans le temps? C'est impossible
de le dire, parce qu'en réalité, vu que c'est une nouvelle maladie, on a très peu de données à ce sujet-là. Donc, on ne peut pas vous garantir que, vu qu'elles ont fait la FCO l'année dernière, qu'elles aient une immunité acquise et qui sera encore bonne l'été qui arrive. Donc, c'est pour ça qu'on conseille quand même de revacciner. C'est la même chose, c'est que la durée de validité des vaccins, quoi, comment je vais dire. Est-ce que le vaccin va nous protéger pendant 12 mois? Pour l'instant, on ne le sait pas non plus. Les laboratoires ne nous ont pas donné de données à ce sujet-là. Donc, en vaccinant maintenant, si on est déjà protégé 6 mois, on sera protégé pour l'été, quoi, la période à risque. Question qui nous est posée aussi régulièrement, c'est si on a fait la vaccination FCO3 l'année dernière, est-ce qu'on doit juste faire un rappel cette année? Mais ça va dépendre du vaccin que vous allez utiliser. L'année dernière, donc pour les bovins, le vaccin qui vous avait été mis à disposition, c'était le Bluevac 3. Donc, si vous faites le rappel au Bluevac, a priori, on devrait faire qu'une seule injection cette année, donc un rappel annuel. La seule chose, c'est que pour l'instant, on a un deuxième vaccin qui est arrivé, qui est le Bultavo, qui, si on vaccine avec lui, il faudrait faire 2 injections, parce qu'on n'a aucune donnée sur le fait qu'un rappel d'une vaccination qui avait été faite au Bluevac 3, avec un rappel au Butavo, que ça fonctionne. Ça, on n'a aucune donnée, c'est trop récent comme vaccin. En plus, il y a une petite différence entre ces deux vaccins-là. C'est-à-dire que le Bluevac 3, le vaccin qu'on a eu l'année dernière, c'est un vaccin qui était prévu pour atténuer tout ce qui était symptomatologie au niveau des animaux, au niveau des bovins, mais n'empêchait pas la multiplication du virus dans l'organisme des bovins. Par contre, le Bultavo, le nouveau vaccin, lui, nous garantit un arrêt de la multiplication du virus dans les bovins. Donc, il serait quand même meilleur. Donc, moi, quand c'est possible, je conseille aux gens de vacciner FCO3 au Bultavo. Donc, il faut refaire deux injections à 3 semaines d'intervalle. Juste pour cette question-là, c'est que ça bloque la virémie et ça empêche les phlébotomes, donc les petits insectes, de se recontaminer en piquant les animaux qui ont été vaccinés. Au Bluevac 3, non, vu que le virus continue à se multiplier, euh, les- nos insectes peuvent continuer à se contaminer, quoi, et à propager la maladie. Concernant les vaccins pour la FCO8 et la MHE, c'est aussi des vaccins qui empêchent la virémie, donc la multiplication du virus au sein des bovins. Donc ça, c'est une bonne chose. Concernant la fertilité, ben, tester à nouveau les mâles, si on les a bien vaccinés ici à la fin de Il l'hiver, y a ils une vont... question de Violaine, peut-être sur le vaccin au préalable. Oui, vas-y. J'ai- Moi, j'ai pas, je le vois pas, hein. Ouais, Violaine, si jamais vous nous entendez, c'est à vous. Et votre micro est fermé. Ah bon, et ben pas de Il va micro. Elle falloir sera une poser la question question par écrit. à l'écrit. Si jamais vous voulez l'écrire, et puis on leur dira à ce moment-là. Mais en ovin, j'ai vacciné au Bultavo en août. Ouais. Alors, le Bultavo, en effet, il était et c'était le vaccin utilisé chez les ovins l'année dernière. Donc, juste une injection cette année, ça suffit, hein. Et on conseille de le faire ici avant la mise à l'herbe, parce on ne devra pas rattraper les animaux pendant l'été, hein. Et on aura une protection maximale toute la saison. Et l'avantage du Bultavo chez l'ovin, c'est une seule injection. Il n'y a pas de rappel. Donc, même les animaux qui n'ont pas été vaccinés l'année passée, devra faire qu'une seule injection. Donc, ce serait intéressant de surtout aussi bien vacciner les agneaux, hein. Donc, les agneaux, c'est à partir de 2 semaines de tête qu'on peut les faire. Essayer de les faire avant de les mettre à l'alerte. Parce que les agneaux, une fois qu'ils sont touchés, on a quand même une perte de croissance
quoi. J'ai des moutons aussi chez moi. Moi, j'ai eu 2 mois dans la vue en croissance des agneaux. C'est des pertes indirectes, sans mortalité, mais on a quand même des pertes économiques indirectes à ce niveau. Alors, concernant la fertilité, bah, à partir du moment où les mâles sont bien vaccinés, moi, je vois pas trop l'utilité d'aller les retester. Ils seront protégés, hein. Donc, si vraiment on a un doute, on peut le faire, mais faut bien, si on les vaccine bien, je vois pas l'utilité d'aller les vacciner. Ils seront bien protégés. Il n'y a pas de problème. Si on veut vraiment les tester, comment? Ben, ça, faut se rapprocher, soit en ovin, c'est voir avec je crois que c'est le groupement Ouest, hein, qui avait fait ça l'année passée. Et en bovin, ça, il y a moyen de tester les taureaux, hein. Moi, j'ai un collègue qui tourne, qui fait des prélèvements de taureaux et qui sait contrôler, mais faut- c'est un peu plus complexe. Ouais. Il y avait encore une question, Non, Violaine? Non? c'est bon. Ok. Alors, préparation, renforcer l'immunité, on peut le faire avant de vacciner. Donc déjà, de toute façon, la base, c'est une bonne alimentation. Il n'y a pas de secret. Le premier médicament de la vache, c'est son alimentation. Donc déjà, avoir une alimentation équilibrée, c'est le b.a.-ba. Deuxième élément qui intervient, c'est tout ce qui est notamment minéraux, oligo. Donc ça, essayer d'éviter d'avoir des carences de ce côté-là au niveau des animaux. Si on a un doute, on peut faire c'est des profils métaboliques, pardon. C'est-à-dire qu'on teste les principaux, notamment oligo au niveau du sang des animaux pour voir s'il n'y a pas des carences. Les carences qu'on retrouve le plus souvent par chez nous, c'est sélénium et iode, hein. Et une fois qu'on est carencé dedans, on peut avoir des troubles au niveau du système immunitaire. Et sinon, on peut, c'est sûr, aider. En homéo, ça, moi, je connais pas du tout. En aroma, on peut utiliser par exemple du thym à tujanol, qui lui stimule fortement le système immunitaire. Alors, le thym à tujanol, il a juste un inconvénient, c'est qu'il coûte cher. Donc ça, c'est donc la technique moi, que je préconise si on veut utiliser ça, c'est de mettre des huiles essentielles sur des plaquettes en bois qu'on met pendre dans le bâtiment. Comme ça, on imprègne les plaquettes et on peut repasser tous les 3 4 jours sur les plaquettes. Et ça nous permet de traiter des gros lots d'animaux sans que ça coûte trop cher. Donc il suffit d'avoir les plaquettes qui se trouvent à 1,80 m du sol, que les animaux puissent aller les renifler, ils reçoivent l'information, et ça aide bien. Voilà. Alors je sais pas s'il y a d'autres questions. Euh, Ouais, c'est le moment. Allez-y. Moi, sinon, j'avais une autre question, c'est sur la vaccination d'animaux pleins. ouais. Est-ce qu'il y a une contrainte? Normalement, non. Il y a on peut jamais dire que le risque zéro, n'existe pas, mais les risques d'avoir l'avortement sont quand même fortement, limités. On peut toujours en avoir un petit peu, hein, lié peut-être au vaccin, lié aux manipulations des animaux, automatiquement au stress qu'on induit, mais normalement, il y a pas de souci. Je sais bien que vraiment dans la région nord, l'année passée, on a eu un peu de soucis, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a reçu les vaccins, que la maladie était déjà présente. Donc on s'est mis à vacciner des animaux qui étaient en virémie et on a eu quelques fermes avec des avortements. Mais ça tombe, on n'aurait pas vacciné, elles auraient tout aussi bien avorté suite à la maladie. Dans les secteurs où ils ont vacciné alors que la maladie n'était pas encore là, la FCO3 n'était pas encore là, ils ont eu très peu d'effets secondaires au niveau avortement. Donc normalement, il y a pas de souci. Merci. Je crois, Yannick, que tu voulais poser une question. Alors, oui, en fait, non, bah, bonjour à tout le monde. Je ne sais plus c'était quoi ma question, mais je pense qu'elle a dû être abordée. Voilà, je m'excuse. Euh, un truc que je peux préciser, c'est si vous voulez vacciner et que vous n'avez pas encore commandé les vaccins, il faut vous dépêcher de le faire.
Déjà, en MHE, le laboratoire, il nous annonce que les commandes faites maintenant ne seront pas livrées avant fin mars. Je préfère vous prévenir, hein. Donc, je préconise la vaccination, mais je sais qu'on va avoir des soucis de disponibilité au niveau des vaccins. En FCO3, ça a l'air de suivre. En FCO8, nous, tout ce qu'on a commandé, pour l'instant, on n'a rien reçu. Et MHE, jusque-là, ça suivait bien, mais le laboratoire vient de nous envoyer un mail début de semaine qu'ils allaient avoir du mal à suivre la cadence. Une question de Coralie sur l'aroma. Est-ce qu'il y a en méthode informationnelle, est-ce qu'il y a d'autres huiles essentielles qui pourraient être utiles? Je trouve que le thé c'est celle qui marche le mieux, et quitte à multiplier le nombre de plaquettes dans le bâtiment, quoi. C'est pas... Après, il faut partir en informationnel avec la liste complète, mais ça, il faudrait que... Attends, il faudrait que j'aille la rechercher, parce que je n'avais pas ça tout de tête. Je vais aller la rechercher sur ma clé USB. Hop. Je vous ai pas laissé tomber, hein, je cherche. Peut-être Information. qu'en attendant, Mathieu, on peut prendre ta question. Ouais, bonjour. On n'a pas entendu et ça coupe. Non, pas du tout. C'est utile. Désolée, on entend vraiment de très 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 loin. Et donc on n'entend pas ce que vous dites. Est-ce que tu entends Vous mieux? pouvez rapprocher soit du micro, soit écrire. Tu entends mieux ici ou pas? Ouais, super. Mathieu demandait si c'était utile de vacciner les jeunes bovins de 0 à 1 an et demi. Alors, à ce sujet-là, si on veut limiter les coûts, parce que c'est sûr que ça va engendrer un coût, cette vaccination, c'est au moins vacciner tout ce qui va aller à la reproduction dans l'année qui vient. Donc, tout ce qu'on sait qu'on va inséminer tout ce qu'on va inséminer au courant de l'été, donc en vache, il n'y a pas de problème, mais c'est en genisse, là, il faut calculer en fonction de l'âge à laquelle on fait véler ces genisses, si on fait du vélage 2 ans ou du vélage 3 ans. Ça va dépendre. Sinon, on peut vacciner jusqu'à l'âge de 2 mois, quand on descend. Mais vu les avortements que la FCO et la MHE entraînent, il faut au moins faire tout ce qui va à la reproduction. Ok, merci. J'ai un problème avec ma clé USB, j'arrive pas à ressortir. Ça, je pourrais, c'est en renvoyer par après, parce que j'arrive pas à ressortir, j'ai un bug avec mon truc. Oui, si tu peux le proposer par mail. Et puis moi, je vais le retransférer aux personnes présentes. Ouais, on peut faire ça. Regarde. Fichier, il part une autre voix. Il y a Yannick qui a relevé la main. Je ne sais pas si c'est un acte Ouais. manqué. Non, c'est une question. Je voulais poser une question parce que justement, Tristan parlait de coûts. Moi, j'ai eu les vaccins en fin d'année qui étaient gratuits. Ouais. Du coup, tu parles de coût. Est-ce qu'il va y avoir un coût pour les futurs vaccins ou est-ce que ça sera, gratuit comme en fin d'année? Non, c'est plus gratuit. Ça, le gouvernement a gardé la gratuité du vaccin jusqu'à fin janvier. Et maintenant, c'est aux frais de l'éleveur. Tout à fait. Alors, j'ai une question peut-être par rapport à Violaine. Du coup, c'est si derrière, il laisse, donc s'il n'y a plus de gratuité du vaccin,
Est-ce qu'il va encore y avoir un système de remboursement en faisant des dossiers à la mort moelleuse si on veut se faire rembourser, ou est-ce que potentiellement, voilà, j'explique mon cas, moi je préfère travailler la santé animale, donc travailler sur les minéraux, mettre le paquet peut-être trop, je ne sais pas, hein, sur les oligo-éléments et minéraux et la santé de mes animaux, que d'acheter des vaccins, puis après derrière faire des dossiers et des dossiers. Donc voilà, si jamais qu'on soit bien défendu, qu'on arrête de nous dire en vous remboursant en faisant des aides, quoi. Moi, les papiers, je commence à en avoir plein le cul. Voilà, je préfère bien soigner mes animaux et suivre les protocoles pour avoir des animaux en bonne santé. Vacciner s'il faut le faire, hein, je ne dis pas le contraire, hein, mais je prends du recul par rapport à ça. Merci. Mais, de Moi, j'ai pas toute façon, connaissance d'aide pour les vaccins à venir. Non? En fait, la problématique, c'est que voilà, les aides, on a toujours connaissance quand l'année elle est passée, quand il faut faire un bilan, qu'il faut donner ses chiffres et patati et patata. Moi, potentiellement, j'ai pas eu d'animaux morts suite à l'année dernière. En fait, moi, je suis en village de printemps tout groupé, donc j'ai pas eu de soins. J'ai eu des soucis, hein, j'ai eu des pertes embryonnaires, j'ai eu des avortements, quelques-uns. J'ai pas été identifié comme une exploitation parce que j'ai pas fait les prises de sang le même jour, voilà. Et du coup, j'ai pas fait les demandes. Et ça, je trouve ça un petit peu ridicule, on arrive dans des systèmes où celui qui se repose sur l'intervention du vétérinaire systématiquement, qui, entre guillemets, demande même à son vétérinaire de faire la ration, parce qu'on va en arriver là. Il y a des agriculteurs qui ne savent même plus faire une bonne ration à leurs animaux. Je suis bien placé pour le savoir. Voilà, c'est qu'on va partir dans des systèmes où il faudra donner des factures, Moi, ça m'agace un petit peu, quoi. Donc, voilà, je suis revenu à la formation parce que je voulais avoir des informations plus en termes de nourriture, en termes de suivi, justement, alternative. Je suis très intéressé pour ça. Par contre, voilà, je pense qu'on arrive dans un système où si on ne fait pas attention, de toute façon, c'est pas grave, on nous donnera des aides. Et puis, si on fait attention, bah, en fait, on n'a pas grande mortalité, donc on se casse pas le cul à demander des aides. Je veux dire, à un moment, faudrait peut-être arrêter d'avoir une agriculture à deux vitesses, quoi. Voilà. Et je sais pas, alors, je sais que c'est pas Tristan qui va pouvoir régler les choses. Je sais aussi que c'est pas Bio de France qui va devoir régler les choses. Mais voilà, ça m'attriste quand même. Mais voilà, merci bien. Et j'arrête de parler. Clément, tu voulais réagir? Moi, je voulais savoir s'il y avait un retour. Alors, on sait que les vaches à haute production, elles sont fortement impactées et ils ont des rations très chères. Donc les mecs, dès que les vaches elles baissent, ils perdent du fric. Euh, S'ils en gagnaient. Et nous, des vaches qui sont moins poussées, j'ai l'impression que ça passe plus facilement. Et donc, moi, j'ai pas eu du tout de mortalité. Est-ce qu'il y en a, il y a des retours de gens avec aussi des vaches avec des niveaux, je sais pas, comme nous, là, 3 ou 5 000 litres, et où est-ce qu'il y a eu de la mortalité, quoi? Ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que Tristan, sur ton territoire, tu l'as vu? attends, j'ai eu une coupure de son. Tu peux reprendre la question rapidement. Ma question, c'est, j'ai l'impression que c'est surtout les vaches hautes productrices qui sont vraiment impactées. Moi, j'ai des vaches qui sont en monotraite à 3300 litres par an. Donc, ça passe, mais donc du coup, j'ai pas eu du tout de mortalité. Donc, je voulais savoir s'il y avait des troupeaux comme nous, avec des vaches pas très poussées, mais qui ont des problèmes de mortalité liés à la FCO, ou alors c'est vraiment les hautes productrices qui dérouillent plus, quoi. Non, mais j'ai un troupeau en bio, pas au producteur, qui a eu de la casse. Mais après, en faisant des recherches, donc là, il y a eu de la mortalité, pas mal d'avortements.
Et en faisant des recherches, en réalité, il y avait de la fièvre Q qui était venue se greffer là-dessus. Et donc, apparemment, la fièvre Q était à bas bruit. Depuis un moment, en plus, c'est un gars qui avait racheté un autre troupeau, quoi. C'était un peu complexe. Et une fois que la CO est arrivée, ça a fait chuter le système, les défenses immunitaires des bovins et la fièvre Q, elle a complètement explosé. Donc là, c'est pas que la fièvre Q. La fièvre Q a facilité l'apparition de la maladie. Après, en haute productrice, c'est vrai il y a eu de la casse, mais ça dépend des fermes. Ça dépend de la lime. Les fermes où la lime elle est bien calée, ça passe bien. Par contre, ceux où ils sont un peu bancals, ils ont plus des problèmes. Donc là, pour moi, l'alimentation, c'est hyper important. Ça, Yannick, il a raison, faut bien donner à manger aux bêtes, hein. Ça, c'est même niveau minéraux. Et puis après, bon, on sait, hein, une vache, c'est un herbivore, donc à la base, ça mange de l'herbe, hein. Donc à partir du moment où elle mange beaucoup d'herbe, ça se passe déjà beaucoup mieux, hein. Et quand on est en monotraite, on tire moins sur elles, et donc on les sollicite moins, et c'est vrai qu'elle serait plus vite moins impactée, ça c'est sûr. Mais je dis, nous, on a eu qu'à une ferme, mais c'est parce qu'il y a eu mélange de deux germes, hein, qui ont fait que ça a explosé, hein. Et dans la même lignée, vu que c'est quelque chose qu'on voit plutôt dans les centres de pâturage, est-ce que toi, tu as vu des différences selon les systèmes de pâturage? Je sais pas, sur du pâturage tournant dynamique très pas intensif, mais dans le sens 24 heures, ou sur du pâturage extensif, il y avait une différence ou pas forcément? J'ai j'ai du mal à Est-ce- répondre parce que des gens qui tournent en pâturage pur, nous, dans notre clientèle, si on en a, mais on n'en a pas des dizaines, hein. Donc, Ouais. j'ai pas beaucoup de recul à ce sujet-là, quoi. Donc, euh, donc nous autres, là, ceux qui sont en herbe, 100% herbe, la plupart tournent en pâturage tournant dynamique. De tête, je réfléchis, j'en ai un qui est en extensif, mais qui n'a pas eu plus de casse que ça, et les autres non plus. Mais je vais dire, j'ai pas assez de troupeaux. Ce que je dis là, Hmm. c'est pas Pas du tout scientifique, représentatif. hein. Hmm. Oui, tout à fait. Sinon, pour la liste informationnelle, je peux répondre. Ça y est, j'ai récupéré. Donc, je sais pas. J'énumère. Vas-y. Donc, il y a la Docus carota, donc la carotte, on peut faire. La cardamome, si on veut faire tout un panel, hein, d'informationnel. Le camomille matricaire, du basilic, géranium bourbon, la boldo, le pain de Patagonie, du Ravensara, pas Ravinsara, Ravensara, Ravensara, anisata. Le romarin verbenone et le thym à Tujanol. J'ai pas été trop vite. Ouais, c'est bon. Mathieu? Ouais, nous, on voulait savoir éventuellement en termes de minéraux, vitamines, est-ce que, il y en a qui ont des bons plans intéressants d'entreprise où on peut commander des choses voilà, qui sont efficaces et le strict nécessaire voilà, pour améliorer du coup la ration à ce niveau-là? Du coup, pas de recommandation pour des minéraux, des vitamines.
Labo Gentiana en Savoie, dit Violaine. Pas de retour, désolé. À part non, si, le laboratoire Gentiana. Et Violaine dit que, elle a été conseillée de ne pas retondre les animaux pour que la laine protège un peu. Et en mai-juin, ça va faire 1 an que les animaux brebis n'ont pas été tondus alors qu'elle les tond 2 fois normalement. Est-ce que tu penses, Tristan, qu'il faille anticiper la tonte et en fin mars, par exemple, pour que la laine ait un peu repoussé d'ici mai-juin ou pas? Euh, Si, quoi, l'idée n'est pas mauvaise, hein. C'est sûr qu'à part où il y a la laine, ça ira moins, elles seront moins vite piquées. Mais généralement, ils vont piquer au pied des muqueuses, hein, des lèvres, autour des yeux, etc. Donc, à moins d'avoir des moutons complètement remplis de laine. Mais au niveau du corps aussi, on va limiter. Mais c'est pas une garantie, hein. Ce sera pas une garantie à 100%. Ça, c'est sûr. Après, je m'étais jamais posé la question n'est pas bête du tout. Mais il y aura toujours la zone au niveau de la tête, au niveau de la vulve, où ils vont se faire piquer, où la peau est beaucoup plus fine, où ça pique plus facilement. Disons qu'on limite la surface où les bêtes peuvent se faire piquer. L'idée n'est pas bête. Mais vous voyez, bah, pour mon cas personnel, je tonds toujours en janvier pour que les brebis soient tondues au moment des annulages et pour que les agneaux aient plus facile à trouver le pis et pour surveiller les annulages, c'est plus facile. Mais l'été dernier, j'ai quand même été impacté par la FCO, hein, alors qu'elles avaient été tondues 6-7 mois auparavant, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mathieu, vous avez encore votre main levée. Enfin, je dis vous parce qu'il y a 2 personnes. Voilà, mais je ne sais pas s'il y a une autre question. Eh ben, si pas d'autres questions, on va clôturer ici notre réunion. J'ai enregistré le webinaire. Donc, alors, on pourra vous le diffuser, Tristan, si ça ne te dérange pas. Euh, et puis voilà, ça vous va? Ok. Bon après-midi à tout le monde. Au Et puis revoir. bon retour au pâturage. Merci bien. Rigolez pas, ça va pâturer dans 2 jours. Au revoir. Au revoir. Au revoir.